Bonjour, donc je tiens à remercier Jean-Emmanuel Gédouin de m'avoir invité ainsi que la SO pour pouvoir parler aujourd'hui de dysplasie acétabulaire. Et donc, moi je vais vous parler de l'ostéotomie périacétabulaire. C'est une technique que j'ai appris quand je suis passé dans le service du professeur Fleischer à Marseille. Et donc dans les chirurgies classiquement décrites pour traiter la dysplasie de hanche, on a les chirurgies qu'on dit d'augmentation de la surface acétabulaire, qui en France sont faites comme soit les butées, soit les ostéotomies de Chiari. Puis il y a toute la famille des chirurgies qui consiste à réorienter la surface acétabulaire, donc l'ostéotomie de Gantz, pratiquée par nos amis suisses. La RAO, c'est une technique décrite par des Asiatiques qui consiste à faire une ostéotomie autour de l'acétabulum. Et puis il y a des techniques qui sont faites un peu plutôt chez les enfants, l'ostéotomie de Salter, Sutherland et Steele. Donc la butée a des limites, c'est une intervention qui prévient mal la subluxation. Quand on a une hanche qui s'excentre, on arrive mal à retenir, disons, cette excentration par une simple butée, et elle ne permet pas du tout de médialiser le centre de rotation de la hanche. Mais elle garde des indications intéressantes, et peut-être effectivement ce serait dans des dysplasies un peu moins importantes en termes de couverture, et peut-être aussi la micro-instabilité. L'ostéotomie de Chiari, elle, est beaucoup plus performante contre la subluxation. Elle médialise le centre de la hanche, mais cette fois, pour le coup, un peu beaucoup. Et l'anatomie est modifiée, et donc on a souvent une boiterie séquelaire persistante. Et ça modifie aussi également l'anatomie du petit bassin, ce qui, chez des patientes jeunes, peut provoquer des désagréments, notamment quand elles souhaitent accoucher par voie basse. Alors, l'ostéotomie périacétabulaire a des avantages, disons, théoriques. Je vais vous présenter la technique, le principe. Donc, on fait une première ostéotomie sur la branche iliopubienne, une seconde ostéotomie sur la branche ischiopubienne, ensuite une ostéotomie dans l'aile iliaque, et puis on rejoint l'ostéotomie iliaque et l'ostéotomie de la branche ischiopubienne dans la largeur de la colonne postérieure, sans en rompre la continuité, ce qui permet de rendre un appui protégé immédiat en post-opératoire. Donc une fois qu'on a fait toutes ces coupes et qu'elles se rejoignent, on a le fragment articulaire qui est libre et qu'on peut réorienter. Donc on l'a vu, on peut le réorienter pour corriger un défaut de version. Mais sinon, l'indication la plus classique, c'est donc un défaut de couverture externe et une latéralisation de la hanche. Donc on cherche à corriger ce défaut-là. L'intérêt, c'est qu'on a un cartilage hyalin normal, de qualité tout à fait satisfaisante. On médialise le centre de rotation et on ne touche pas au moyen fessier. Et donc on a en théorie moins de séquelles, disons, de la chirurgie. Alors la technique historique telle qu'elle a été faite par professeur Aubagnac à Marseille, puis donc présenté par Xavier Fleischer dans cette série en 2008 dans RCO. Ça se faisait par une voie de Smith-Petersen, plus ou moins associée à une ostéotomie de l'épinyle antéro-supérieur, avec donc des résultats qui sont satisfaisants. Et même sur du long terme, là il y a la série donc de Gantz, à 20 ans de recul, qui montre que ça se maintient à long terme, mais alors on peut voir que les suites, c'est une chirurgie qui est quand même souvent assez lourde, et on voit 3,5 heures de chirurgie en moyenne, 2 litres de saignement, et les Suisses, ils font ça pas à moitié, ils font 21 ostéotomies trochantériennes dans le même temps que l'ostéotomie périacétabulaire. Bon. Ensuite, ils se sont intéressés à une nouvelle approche qui a été décrite par un Danois qui s'appelle Sobal, qui travaille donc à Aarhus, et qui lui a décrit une voie un peu plus mini-invasive, un transsartorial, qui a l'avantage d'être un peu plus courte en termes de durée de chirurgie, des pertes sanguines moins importantes, et surtout d'être très reproductible, parce qu'en fait, avec beaucoup de contrôle, la coupe de l'iliopubienne est faite sous contrôle de la vue, mais la coupe postérieure, donc sur l'ischiopubienne, est faite sous contrôle scopique. Ensuite, on fait la coupe iliaque sous contrôle de la vue, et puis on rejoint donc dans l'épaisseur de la colonne postérieure, là également sous contrôle scopique, ce qui permet d'éviter
des désagréments, notamment de faire un trait intra-articulaire ou de casser la colonne postérieure. Donc de la même façon, on a ensuite un fragment articulaire qui est libre, qu'on peut repositionner et qui est fixé par deux vis. En fait, le chevron étant presque autostable, on le maintient simplement par des vis pour éviter qu'il se déplace secondairement. Alors, est-ce que c'est une technique chirurgicale difficile? Quand on regarde les complications, elles sont la plupart du temps temporaires. Ce qui est le plus fréquent, 30%, c'est une anesthésie dans le territoire du nerf cutané latéral de la cuisse, qui la plupart du temps est régressive. Dans la série de Gantz, là, il y a, je crois, une paralysie sciatique qui a récupéré, mais il y a quand même des complications potentiellement graves, hein, c'est-à-dire un échec de la correction, des plaies vasculaires ou nerveuses, des nécroses du toit ou des fractures de la colonne postérieure. Donc en gros, le message, c'est que c'est une technique exigeante, ça s'improvise pas, il faut s'y former, et on voit d'ailleurs que dans cette série bernoise, là, en fait, les complications importantes sont dans les premiers cas, hein, dans les 90% dans les 30 premiers cas. Donc c'est la learning curve, c'est sûr que c'est une intervention qui est exigeante, quoi, qui est pas facile. Mais quand on en a une grande expérience comme Sobal, là, notre collègue danois, voilà, il nous a présenté là 1900 cas, et avec des complications extrêmement faibles. Donc bon, je pense qu'il faut s'y former, il faut aller voir, et puis sans doute référer ces interventions à des chirurgiens qui se surspécialisent là-dedans. Est-ce que c'est compliqué pour le patient? Quels sont les résultats qu'on peut en attendre? Donc toujours pareil, une série danoise, 400 cas, donc on corrige les angles, ça c'est bien, c'est le but de la chirurgie, mais surtout on a une réduction des douleurs, une augmentation des activités sportives, une amélioration de la fonction et de la qualité de vie, ces résultats se maintenant à 12 ans de recul. Ils ont même fait ils ont même été un peu plus loin dans l'interprétation des résultats, ils ont posé des questions sur l'activité sportive, sur l'activité sexuelle. Et on a des patients qui sont jeunes, hein, c'est l'âge moyen dans cette série de 40 ans, mais on ne leur promet pas seulement des diminutions de leur douleur, ils reprennent des activités quasiment normales, en tout cas satisfaisantes. Et vous voyez, ça se maintient, 90% des gens sont satisfaits à 12 ans de la chirurgie. Ça va même, bon, c'est intéressant, on pourrait se dire, voilà, c'est quelques centres dans le monde, mais il y a les Américains qui ont fait un groupe, qui s'appelle le groupe Encore, qui est donc dans cette étude, c'est une étude multicentrique où on voit, bon, c'est sur tout un tas de scores fonctionnels et de douleurs, on a une amélioration de toutes les composantes du score, quelle que soit la gravité initiale de la dysplasie. Donc voilà, c'est des résultats qu'on retrouve donc sur de multiples centres. Et donc, ce qui contribue à montrer que la technique se répand et les résultats se maintiennent. On a la série de Cloisy, résultat à 15 ans. Sur 150 patients qui ont été opérés, 122 ont une hanche qui est considérée donc, avec un bon résultat, c'est-à-dire avec des scores fonctionnels des WOMAC supérieurs à 70 et pas de prothèse de hanche. Un recul de 15 ans, ce qui est quand même plus satisfaisant, et donc des scores fonctionnels qui sont ceux de la population normale. Il a défini des facteurs de risque, disons, d'échec. C'est une VCE trop important, une surcorrection, et une morphologie à type de conflit. Donc eux, ils n'hésitent pas à faire un recontourage de la tête, donc un traitement de la came fémorale dans le même temps opératoire. Et donc les Suisses, là, qui en ont donc la plus longue expérience de cette intervention, ils ont sorti une série à 30 ans, où, ce qui permet d'étudier, disons, les critères qui sont associés à un risque de reprise le plus important, c'est des courbes de survie. Et on voit que plus le patient est jeune, moins il a de chances, entre guillemets, d'être réopéré. Plus son arthrose est importante, plus il aura une chance d'avoir une prothèse. Et également, plus son score fonctionnel initial avant la chirurgie est faible, plus il aura de chance d'avoir une prothèse ou une seconde intervention au recul, mais de 30 ans. Donc là, on est finalement dans une progression d'arthrose presque normale. Donc c'est l'occasion de rappeler
cette classification de Tonis, là, donc, qui en trois stades. Là, en gros, si on n'a pas d'ostéocondensation ni de pincement de la surface, enfin de l'interligne articulaire, on peut proposer un traitement conservateur. Sinon, il faut passer un traitement médical, puis une prothèse. Donc on va terminer par un petit cas clinique. Là, on voit une patiente de 25 ans qui a une coxométrie avec donc une dysplasie marquée, un VCE à 7 et une HTE à 25, et une bonne latéralisation de la tête. Donc on a réalisé cette ostéotomie périacétabulaire qui nous a permis de retrouver donc un HTE aux alentours de 10 degrés et un VCE à 25. Je vous remercie. Je laisse la parole à Jean-Manuel pour les questions ou la petite conclusion. Oui, on va peut-être conclure et puis on fera les questions ensuite. On fera les questions ensuite, oui. Je ne sais pas si on peut nous passer la diapo de conclusion, s'il vous plaît. On va faire quelques questions. Ouais, peut-être alors. Il y avait une question. Alors, il y avait une diapositive précédente. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, en sachant que là, on a juste fait une approche du sujet qui est extrêmement vaste, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire depuis 2005 effectivement, l'arthroscopie a connu un très grand essor, mais sans doute que ces indications sont limitées dans la dysplasie. Peut-être uniquement dans certains types de dysplasie, en tout cas dysplasie limite, certainement. Dans les dysplasies marquées, vraisemblablement, qu'on peut considérer que le traitement n'a pas sa place, sauf peut-être dans certains cas de sauvetage particuliers, mais là encore, c'est très discutable. Alors, on voit aussi également une tendance qui peut apparaître dans certains cas, considérant que la chirurgie conservatrice a gardé une certaine mauvaise réputation, qui est la tentation de l'attente pour la PTH ultérieure, ce qui peut expliquer aussi dans certains cas la désaffection pour ces interventions, ce d'autant que les prothèses ont également progressé pendant toute cette période. Alors, on observe par contre une bien meilleure compréhension de et des dysplasies. C'est un point sans doute le plus important, puisqu'il n'y a pas un seul type de dysplasie, mais plusieurs, avec des chirurgies qui doivent s'adapter au type de déformation, et ça c'est un élément fondamental. La place centrale qu'occupent les radiographies standards, là aussi c'est un élément fondamental, il faut le ressouligner. La plupart des diagnostics et des indications thérapeutiques sont effectués sur les radiographies standards. Enfin, c'est vraiment l'ostéotomie périacétabulaire qui sort gagnante de toutes ces interventions de chirurgie conservatrice dans les dysplasies et qui semble actuellement, tout du moins sur le plan international, s'imposer comme la chirurgie de référence. Alors la technique, comme l'a souligné Nicolas, c'est simplifié, c'est optimisé. Pour le patient, ce n'est absolument pas plus compliqué qu'une autre chirurgie conservatrice. Les indications se sont donc élargies, et ça on pourra en parler également tout à l'heure, effectivement dans certains cas, y compris pour des micro-instabilités. Enfin, la butée, elle conserve des indications. Elle a un fort tropisme culturel tout de même, puisque je pense que c'est surtout en France qu'on continue à faire de la butée, mais cela marche très bien dans certaines indications et il ne faut pas, en tout cas, se priver de cette alternative thérapeutique. Alors, comme je l'ai souligné, ce n'est juste qu'un extrait de ce qui vous attend lors de la prochaine table ronde qui aura lieu au congrès de l'ASO en juin prochain, et on espère vous y voir nombreux. Donc une table ronde que j'ai la chance de coprésider avec François Gouin, et vous retrouverez d'ailleurs Nicolas Verdier et Xavier Fléchère parmi les personnes qui y participeront. Voilà, on vous remercie et on va peut-être passer aux questions maintenant. Alors, il y avait une question du docteur Ménez
qui pose la question de savoir est-ce que la contre-butée peut se faire à une plaque vissée. Alors ça, je vais peut-être y répondre, Nicolas. Oui, ça fait partie des techniques de la butée, d'utiliser une plaque. Je crois que c'était Roi Camille qui un des premiers avait décrit cette technique-là. Oui, ça marche bien. Je crois que les Lillois d'ailleurs l'utilisent. J'ai vu quelques images d'Olivier May qui nous montraient des butées avec une contre-butée par plaque vissée. Oui, c'est tout à fait envisageable. Moi, je trouve que moins on met de matériel, mieux c'est pour les butées. C'est vrai que je privilégie plutôt actuellement une technique avec une seule vis de diamètre 3,5. Alors, pas hésiter à nous poser des questions en ligne. N'hésitez pas. On a on avait une autre question au sujet de l'intérêt du bilan arthroscanner dans les dysplasies. Alors, effectivement, comme je l'ai dit, les indications thérapeutiques sont effectuées essentiellement grâce aux radiographies standards. C'est là qu'on va voir le type de la dysplasie, la latéralisation, la couverture, l'orientation, ce qui va déterminer le type d'intervention. On va également voir le degré d'arthrose, parce qu'on sait que de toute façon, toute chirurgie conservatrice aura des résultats moins bons dès que l'arthrose progresse. Et classiquement, on retient le grade de tonus, le grade 2 comme un petit peu la limite de l'efficacité de la chirurgie conservatrice. Alors le grade 2, ça correspond à déjà une hanche qui commence à pincer et qui commence à s'excentrer, et surtout dès qu'elle perd sa congruence, donc dès qu'elle s'excentre, on sait que là, quelle que soit la chirurgie, on aura des résultats modestes. Alors ensuite, c'est pas pour autant que l'imagerie secondaire à l'arthroscanner est inutile, parce qu'elle nous permettra d'apprécier l'état du labrum. Et ça, on sait aussi qu'un labrum très altéré est une cause de mauvais pronostic et que ça pourra orienter les indications opératoires. En effet, une périacellulaire sera sans doute plus indiquée si le labrum est très altéré par rapport à une butée qui s'appuiera sur un labrum défectueux et sans doute qui restera douloureux. Et également, ça a un intérêt pronostique puisque l'état du cartilage sera plus finement évalué. Et dans certains cas, avec des interlignes qui apparaissent conservées sur les radiographies standards, on verra sur des arthroscanners des lésions très étendues, beaucoup plus étendues qu'on ne l'imagine sur le cartilage. Et ça, c'est un élément pronostique important quand même pour ne serait-ce que prévenir le patient que le résultat risque d'être peut-être plus décevant, voire même ça peut être un élément de contre-indication de cette chirurgie lorsqu'on arrive sur des âges un petit peu critiques, sur les indications, des âges un petit peu limites. Et là justement, il y a une autre question qui sera peut-être plus pour Nicolas, justement, c'est par rapport aux limites des indications. Alors Nicolas, est-ce qu'il y a des limites dans les indications de la périacétabulaire? Jusqu'où peut-on faire les périacétabulaires? Jusqu'à quel âge? Jusqu'à quel stade d'arthrose? Alors, il y a plusieurs points de vue. Il y a notamment donc la première expérience, c'est l'équipe bernoise qui faisait ça au début sur un peu toutes sortes d'indications. Ils ont même, dans leur série historique là, que j'ai présentée tout à l'heure avec 30 ans de recul, fait des ostéotomies périacétabulaires chez des patients qui avaient déjà une arthrose prononcée, même des stades 4, mais bon, chez des patients jeunes où ils ont poussé un peu les indications et avec des reculs qui étaient satisfaisantes. Mais bon, disons que maintenant, avec justement 30 ans de recul, on se rend compte quand même que chez les gens qui ont plus de 45 ans à peu près, chez les gens qui ont un tonus supérieur à 2, c'est plutôt des indications où on sait qu'il y en a un risque de reprise disons important, et donc peut-être qu'il faut directement se diriger vers une chirurgie prothétique. Mais il y a aussi donc toute la notion de conflit secondaire, c'est-à-dire chez les patients chez qui on a une surcorrection. On sait aussi que si on a un VCE en gros supérieur à 35 ou une morphologie fémorale à type de CAM, on aura également un résultat à long terme péjoratif par rapport à ceux qui n'ont pas ces critères-là. Donc voilà, dans les limites, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On parlait justement, là, tu parlais des gestes combinés. Voilà, est-ce que toi qui a eu l'expérience, que ce soit avec Xavier ou avec Sobal, est-ce que les deux vont volontiers, par exemple, corriger une coxa valga dans le même temps, ou est-ce qu'ils vont le faire dans un second temps? Alors plutôt non. Moi, mon expérience, c'est que
contrairement aux Suisses où on en discutait, là, ils ont tendance à tout corriger et plutôt tout en un temps, ce qui explique peut-être d'ailleurs leur durée opératoire plus importante et les saignements aussi qui vont avec. Là, moi, quand j'ai visité Sobal ou celle que j'ai pu faire à Marseille avec Xavier, on faisait le geste acétabulaire isolé. Bon, c'est sûr que c'est moins lourd chirurgicalement et probablement en tout cas qu'on a moins de conséquences parce que c'est vrai que l'ostéotomie fémorale modifie le bras de levier, donne des séquelles de boiterie, modifie aussi la morphologie fémorale proximale. Bon, sauf avec les techniques d'ostéotomie du col, hein, qui sont des techniques très intéressantes, mais qui, là, pareil, sont techniquement exigeantes. Je pense que là, c'est encore plus risqué, entre guillemets. Hein, mais... Donc, oui, ça réservé, disons, à des mains expertes, mais pourquoi pas, hein, tout traiter dans l'absolu, c'est le plus satisfaisant. Est-ce que, moi j'avais une question pour toi Jean-Emmanuel, est-ce que tu penses que les lésions labrales qui peuvent donc être diagnostiquées sur l'arthroscanner changent ta pratique? Est-ce que tu auras tendance à faire un traitement arthroscopique associé à une butée c'est une très bonne question. Effectivement, on va dire qu'il y a le type de lésion sera quand même important. J'ai quelques expériences de traitement combiné avec arthroscopie première suivie de butée avec les résultats dont j'ai parlé, donc des échecs d'arthroscopie qui ensuite sont corrigés par une butée. Le faire systématiquement dans un temps, ça ne me paraît pas indiqué. Je pense que maintenant, la conduite que j'aurais, ce serait plutôt si la hanche me semble avoir des critères d'instabilité, mais là on est d'accord qu'on reste dans le cadre des dysplasies limites, c'est-à-dire des dysplasies qui restent supérieures à 20 degrés de couverture et que le labrum n'apparaît pas hyperplasique, dégénéré avec des lésions limitées. J'aurais tendance à proposer une butée simple dans un premier temps. Et normalement, la butée doit jouer son rôle et stabiliser le labrum et donc soulager les douleurs. C'est d'ailleurs, il faut le rappeler, historiquement, les chirurgies conservatrices, toute ostéotomie qu'elle soit, elle se faisait uniquement sur des radiographies standards et on n'avait pas d'arthroscanner et donc l'état du labrum n'était pas évalué et pour autant les résultats étaient bons. Maintenant, on sait que si on est face à un labrum dégénératif, large, hyperplasique, désinséré, les chances de succès, que ce soit sous arthroscopie d'ailleurs ou grâce à une butée sont limitées et c'est peut-être là la place de l'ostéotomie périastébulaire. Tu te baseras plutôt sur la gravité entre guillemets de la dysplasie. Alors là, je parle à dysplasie équivalente, c'est-à-dire dysplasie limite. L'état du labrum peut influencer effectivement. Sur une forme un peu frontière, quoi, une dysplasie autour de 20. Autour de 20, si ton labrum est de morphologie normale, tu iras plutôt sur une butée. Et s'il y a un labrum hyperplasique, des signes d'hypermobilité, tout ça, on ira plutôt sur une chirurgie osseuse, une ostéotomie périastébulaire. Une ostéotomie périastébulaire. Ensuite, bien évidemment, il y a l'âge qui va aussi jouer son rôle et va influencer la décision. Il est clair qu'une patiente de 45 ans, on va peut-être plus privilégier une solution qu'on va quand même juger un peu plus simple, qui est soit la butée, soit le traitement arthroscopique à la périacétabulaire. Alors qu'une patiente de 20 ans, on va plutôt être maximaliste et considérer qu'on lui donne plus de chances de faire durer sa hanche avec une ostéotomie périacétabulaire. Donc c'est toute la difficulté du croisement de certaines indications et aujourd'hui personne n'a la réponse exacte, personne ne peut dire il faut faire dans telle indication absolument dans ces indications frontières dont on a parlé, il faut faire une périacétabulaire ou il faut faire une butée ou une arthroscopie et d'ailleurs on le voit, hein, c'est-à-dire que quand on a des discussions de cas cliniques sur ces sujets-là, on voit qu'en fonction de la culture, de l'expérience des uns et des autres, certains vont proposer tel traitement en toute bonne foi et aussi parce que dans leurs mains ça fonctionne et qu'on peut avoir 3 réponses différentes pour une même indication. Et tu l'as souligné d'ailleurs, peut-être pas là, mais tu as parlé d'ailleurs que notamment Sobal, lui, pousser les indications d'ostéotomie périastébulaire jusqu'à des couvertures de 25 degrés. 25, pour lui c'est pas compliqué, c'est VCE inférieur à 25. Mais quand même on a l'impression que la PAO est en train de rentrer dans
parce que c'était une chirurgie qui avait une réputation un peu sulfureuse, de quelque chose de très difficile, de très long, et peut-être que c'est à cause disons, de la série de Gantz qui fait un peu peur quand même en termes de lourdeur de la chirurgie. Enfin voilà, moi de mon point de vue extérieur, j'ai jamais vu fait comme ça. Pour moi, c'est quelque chose qui se fait en mini-invasif, qui est sous contrôle scopique, qui est assez safe, hein. Mais donc j'ai quand même l'impression que ça, auprès pour en avoir discuté avec plusieurs chirurgiens, la PAO devient une option chirurgicale acceptable, qui fait plus aussi qui est plus aussi rebutante qu'elle pouvait l'être. J'ai l'impression qu'elle gagne un peu de... Tout à fait. Alors, on va dire le mini-invasif, même si le terme est un peu parfois galvaudé. Les Suisses aussi ont énormément évolué dans leur technique. Hein. Donc, j'ai la chance de faire des périastabulaires, notamment avec Michael Wettstein, et les incisions sont effectivement plus courtes. Les temps opératoires ont extrêmement diminué. Ce sont des interventions qui sont extrêmement standardisées, avec des suites relativement simples. Donc, ça s'est allégé, on va dire, toute technique confondue. Hein. Après, il peut y avoir des options qui vont varier d'un opérateur à l'autre, mais c'est une chirurgie qui s'est extrêmement modernisée, effectivement. Mais les premières séries, oui, montraient un taux de complications qui ont d'ailleurs disparu dans les séries récentes, effectivement. Hein. Donc, après, on peut dire que c'est quand même une intervention qui a supplanté, on va dire, des interventions plus anciennes comme le Chiari, qui est clairement en perte de vitesse par rapport à l'ostéotomie périacétabulaire. Voilà, bah écoutez, on va peut-être vous laisser. On termine un peu plus tôt, mais voilà, c'est comme ça, ça va vous laisser le temps de vous reposer avant le prochain topo. Et puis on vous remercie bien sûr tous de votre attention et on vous attend à l'ASO, à Rennes, au mois de juin. Voilà. Merci beaucoup.